Bonsoir tout le monde. On va démarrer doucement. Je pense qu'il y en a encore qui vont nous rejoindre en route, mais on va faire une petite introduction le temps que tout le monde nous rejoigne. On est déjà à 115, c'est pas mal. N'hésitez pas à continuer à vous présenter dans le chat, à dire d'où vous venez. On est ensemble ce soir pendant 1 heure pour la quatrième formation qui se déroule dans le cadre de l'école de la NUPES. Et donc, c'est une formation autour des liens entre climat et social qu'on va mener à 3 voix ce soir et on vous en dira plus dans peu de temps. Avant tout, peut-être quelques rappels sur le cadre du coup dans lequel s'inscrit cette formation. Elle est organisée par l'école de la NUPES, qui est donc une initiative qui a été lancée notamment par Caroline Dehaas, Emmanuel Bodinier, Razmik Kötkéan qui est avec nous ce soir et quelques autres. On forme ensemble un collectif qui se donne pour objectif de mener un peu la bataille culturelle à la fois contre le néolibéralisme et puis contre l'extrême droite en donnant des outils d'éducation populaire de masse. C'est passé jusque-là justement par ces formations. Donc il y a eu celle sur l'assurance chômage, celle sur les retraites, celle sur les violences sexuelles et sexistes. Et on va suivre ensemble ce soir celle sur les liens entre écologie et social, qui est donc la quatrième. D'autres éléments qu'on peut vous donner sur l'école de la NUPES, c'est notamment, si j'arrive, voilà. Donc on a désormais nos réseaux sociaux, donc à la fois sur Twitter, Instagram, également la chaîne YouTube, qui vous permet justement de retrouver les vidéos des formations précédentes qui seront en libre accès. Donc n'hésitez pas à les suivre, tout ça, à aller jeter un coup d'œil aux formations précédentes qui étaient de très bonne qualité. Et voilà, à nous suivre régulièrement. On aura sûrement plein d'autres formations à mener dans les semaines et mois à venir. Donc, je vais laisser la parole à Razmig et Paul pour présenter la formation qu'on va suivre ce soir ensemble. Donc voilà, à vous. Bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux et ravis de faire cette première formation sur l'écologie ce soir, avec l'idée, si vous voulez, ce qu'on voudrait essayer de montrer, c'est les connexions entre les questions sociales et les questions dites environnementales, climatiques et même plus généralement les questions écologiques. Alors, il y a deux raisons de montrer que l'écologie est sociale et que le social est écologique. Il y a d'abord une première raison qui est une raison historique et économique. Et une deuxième raison qui est une raison stratégique que Razmik présentera dans un instant. Alors la première raison historique et économique, c'est que les dominations sociales et les destructions environnementales et la crise écologique ne sont en fait que deux facettes d'une même pièce et sont toutes les deux causées par le même système économico-politique. C'est ce qu'on va essayer de vous montrer ce soir et je laisse Razmik présenter la deuxième raison. Oui, connecter la question. Pardon, excusez-moi. Bonsoir à toutes et tous. D'abord, j'ai oublié de vous saluer. Je suis ravi d'être là et je suis ravi que vous soyez aussi nombreuses et nombreux. Il y a une deuxième raison, en effet, pour laquelle il faut connecter l'écologique et le social, c'est une raison plus politique ou plus stratégique. Il va sans dire que, et tout le monde le comprend, on obtiendra de victoires face à ce système et on parviendra à le remplacer par un système plus juste et plus soutenable sur le plan écologique que si on parvient à montrer et si on parvient à concrétiser des solidarités entre le camp social et le camp écologique, qui sont en fait un seul et même camp politique, comme on va essayer de le démontrer. Et par conséquent, à mener à bien et à approfondir cette fameuse convergence des luttes, en l'occurrence le social et l'écologique, dont tout le monde parle dans les mobilisations. C'est d'ailleurs aussi le sens de la NUPES elle-même. Dans la NUPES, comme vous le savez, il y a des sensibilités politiques différentes, écologiques, sociales, etc. Et la NUPES elle-même, en tout cas notre volonté dans l'école de la NUPES de construire la NUPES par le bas, eh bien, doit se manifester aussi par un travail et une militance sur la reconnexion de la thématique du social et de l'écologique. Je nous présente rapidement. Alors, on est trois à animer la séance de ce soir de formation. Il y a d'abord Razmik Köchoyan, qui est sociologue, qui est auteur de plusieurs ouvrages sur l'écologie politique et qui est aussi animateur du Parlement de la NUPES. Claire Lejeune, qui est la cheville ouvrière de cette formation
qui est doctorante en sciences politiques, militante écologiste et membre de la NUPES, et moi-même qui est enseignant-chercheur en philosophie de l'environnement. Voilà, on tient à remercier tout particulièrement l'équipe de l'école de la NUPES dans son ensemble, et en particulier Emmanuel Bodinier qui nous a beaucoup soutenu dans dans l'élaboration de cette formation. Alors, juste quelques remarques sur la manière dont on va procéder, dont il faut se comporter ce soir. Alors, on accepte évidemment toutes les remarques, toutes les questions. On accepte même les critiques et les conseils. Mais en revanche, on vous demande de le faire de manière bienveillante, totalement bienveillante, c'est-à-dire sans propos sexistes, racistes, classistes ou validistes. Et c'est sous le régime et le signe de la bienveillance que nous allons nous auto-former ce soir. Donc, les objectifs de cette formation, vous l'avez compris, on a déjà évoqué certains éléments avec Paul. D'abord, il s'agit de mieux comprendre les liens entre l'écologique et le social, et en fait, de constater ensemble et d'observer ensemble qu'il s'agit d'une seule et même thématique et pas de deux thématiques séparées, sous deux versants différents. D'autre part, c'est de penser stratégiquement les convergences possibles entre les luttes sociales et les luttes écologiques. Ça, c'est évidemment une construction collective. C'est pas nous qui avons des solutions. On va évoquer certains aspects de la problématique. Et puis, troisièmement, c'est aussi de débusquer le greenwashing, c'est-à-dire cette manière que peuvent avoir certaines multinationales, certaines entreprises, eh bien, de se colorer de vert d'écologie, mais en fait faussement, tout simplement, parce qu'elles ne lient pas l'écologie au social. Une manière d'identifier le greenwashing, c'est quand quelqu'un vous parle d'écologie sans parler de social en même temps. Donc, en somme, pour résumer, le propos de notre soirée, ce sera de démontrer que l'écologie est politique et c'est systémique. Du coup, on passe sur une première partie de cette formation. Donc la raison pour laquelle, aussi on a choisi de nommer cette formation «Le climat, c'est social», c'est que bien souvent, effectivement, il y a des manières de parler de l'écologie qui cloisonnent finalement le débat. On va avoir un débat sur l'environnement, un débat sur la biodiversité, un débat sur le climat, et globalement, c'est aussi une manière de techniciser le débat et de faire perdre de vue la dimension systémique et profondément politique de ces questions-là, et finalement de faire perdre de vue également le lien entre ces questions plus globalement écologiques et puis les questions sociales, et que ce tout-là, écologie et social, s'inscrit aussi dans un système politico-économique, et que du coup, les manières d'avancer par rapport aux crises tant sociales qu'écologiques vont être systémiques, vont être politiques et vont inclure, la question du modèle économique dans lequel, on s'inscrit. Donc, tout ça, climat, écologie, environnement, finalement, ça s'inscrit dans des problématiques extrêmement concrètes, quotidiennes, avant tout profondément politiques, même avant d'être techniques. Donc, toutes les questions, que ce soit l'inflation, le travail, les inégalités, ce qu'il y a sur nos rayons, dans les supermarchés, le montant des salaires des ouvriers, celui de Patrick Pouyanné, toutes ces questions-là sont, tissées à la fois de social et d'écologique. Et ensemble, ce soir, on va essayer d'explorer justement, ces connexions-là pour aussi être plus fort dans la lutte, heu, tant qu'elle soit, sociale ou écologique. Donc, on va passer à une première grande partie, de cette formation. Il y en aura 3 en tout, et on espère pouvoir vous libérer, en temps et en heure, en ayant aussi, un petit peu de temps pour discuter ensemble, pour, prendre quelques-unes de vos questions par le biais du chat, à la fin de ces 3 grandes parties. Donc, comme le disait Claire il y a un instant, on va avoir 3 grands moments. D'abord, on va essayer de vous montrer quels sont les liens entre écologie et social. Puis, on va se demander si un capitalisme vert est possible. C'est un discours qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Et finalement, on cherchera quelques solutions politiques. Alors, dans cette première partie, on va partir d'exemples sur les liens entre écologie et social. On va essayer de vous montrer que la crise écologique, d'abord, elle reproduit et elle aggrave un certain nombre d'injustices sociales. On va essayer aussi de vous montrer que les dominations sociales, elles accentuent la crise climatique, et parce que c'est un même système économique qui est à l'origine des inégalités sociales et de la catastrophe écologique. On l'a déjà beaucoup dit aujourd'hui et ce soir, et on va continuer de le dire.
Alors le premier exemple qu'on voudrait prendre, c'est celui du chlordécone, qui est un pesticide qui a commencé à être utilisé en Guadeloupe et en Martinique à partir de 1972, utilisé quasi uniquement en Guadeloupe et en Martinique, jamais en France métropolitaine, qui a conduit à appauvrir largement les écosystèmes, mais qui a surtout conduit à la contamination massive des habitantes et des habitants. Alors le chlordécone, c'est un perturbateur endocrinien qui est à la fois neurotoxique, il touche le système nerveux, il touche la fertilité, c'est un cancérogène probable, et il touche 90% des individus adultes testés aux Antilles, selon Santé publique France, dont 13 000 travailleuses et travailleurs des bananeraies, mais toute la population dans son ensemble, par la consommation d'aliments, a été touchée par le chlordécone. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici que s'entremêle à la fois une destruction de la nature par des intrants chimiques, par des pesticides, une atteinte à la sécurité et à la santé publique, et en même temps, dans un contexte d'inégalité de traitement entre la métropole et les Antilles, qui caractérise donc ce qu'on appelle parfois une situation de racisme environnemental. Alors, racisme environnemental, c'est un terme très important maintenant dans l'écologie politique. Et ça désigne quoi? Ça désigne le fait que certaines populations, des populations racialisées, non blanches, ont une assignation disproportionnée à de hauts niveaux de pollution et de déchets. Si vous voulez, quand vous appartenez à des populations racialisées, vous avez plus de chances d'être touché par les pollutions et d'être affecté par les déchets. Donc on voit ici que les dominations sociales, raciales et même de genre, on pourrait y revenir, s'entremêlent et se renforcent à l'occasion de la crise écologique. On pourrait dire comme ça d'une formule que les injustices environnementales reproduisent des injustices sociales qui leur préexistaient. On va aborder un deuxième exemple qui est celui de la pollution de l'air. Vous savez que la France, le gouvernement français plus précisément, a été condamné pour la 3e fois récemment par le Conseil d'État pour absence de mesures pour endiguer la pollution de l'air dans le pays. La pollution de l'air dans le pays, c'est environ 47 000 morts prématurées par an, donc c'est absolument considérable. C'est évidemment une question écologique, c'est évidemment une question de santé publique, mais c'est aussi une question qui est traversée par la question sociale, par des inégalités de classe, des inégalités, disons, matérielles. Ainsi, une étude française a montré qu'à Paris, spécifiquement, les habitants les plus pauvres de la ville, des quartiers les plus pauvres, risquent 3 fois plus de mourir d'un épisode de pollution que les habitants des quartiers les plus riches. Donc il y a une forme d'inégalité sociale. La question sociale est présente en quelque sorte dans la question écologique. Et ce constat de cette étude, il est confirmé par de nombreuses autres études nationales et internationales, aussi bien dans les pays capitalistes anciennement développés, les nôtres en l'occurrence, qu'en voie de développement. Et à propos de la pollution de l'air, comme pour toutes sortes d'autres types de pollution, et y compris de catastrophes naturelles. Donc il y a des inégalités environnementales en matière d'exposition à un risque comme la pollution de l'air. Alors il y a de nombreuses raisons, j'en évoque quelques-unes. Premièrement, il y a l'effet cumulatif des pollutions. Les classes les plus pauvres et les plus précaires, elles cumulent les risques d'exposition à différents types de pollution. C'est l'effet cumulatif, pollution de l'air extérieur, pollution de l'air intérieur, plus forte exposition au bruit, à la chaleur, etc. Elles sont en quelque sorte, ces classes populaires, captives de leur environnement. Elles peuvent tout simplement pas s'en extraire. Il y a des inégalités socio-spatiales qui font qu'elles ne peuvent pas s'extraire d'environnements qui sont multipollués, en quelque sorte. Deuxièmement, les zones géographiques où elles résident sont aussi souvent moins dotées d'espaces verts ou de parcs, ou ce qu'on appelle des aménités environnementales qui pourraient en quelque sorte contrer l'effet des pollutions atmosphériques et qui le font dans les quartiers mieux dotés sur le plan des finances publiques. Troisièmement, elles ont aussi également tendance, ces classes populaires, à être choisies pour, par exemple, l'implantation de sites Céveso, de sites à risque, ou d'incinérateurs à déchets qui émettent différents types de toxiques, ou encore pour l'implantation d'autoroutes qui vont évidemment émettre des pollutions. Donc en somme, on assiste ici, dans le cadre de la pollution de l'air, au même mécanisme que dans l'exemple du chlordécone. Vous avez une conjugaison, une combinaison, une intersection, comme on va le dire, de détérioration environnementale, d'une sorte de casse sociale, d'une non-inclusion politique, et qui plus est, d'ailleurs, les femmes et les enfants, dans le cas de la pollution de l'air, sont parmi les premières victimes de ces pollutions atmosphériques. On a ici deux effets, en quelque sorte, qui est l'effet du système capitaliste que Paul a bien identifié, avec les inégalités socio-spatiales notamment qu'il génère, mais il y a aussi, qui redouble ce premier effet du capitalisme, un effet des politiques étatiques, des politiques publiques qui sont elles-mêmes inégalitaires,
et qui, au lieu d'agir pour protéger l'ensemble de sa population, eh bien, conduisent l'État à mettre en œuvre des politiques qui protègent certains et pas d'autres, ou à ne pas mettre en œuvre les politiques publiques qui seraient requises par les investissements dans le transport ou dans des plans de dépollution. Donc il y a une combinaison de la logique du capitalisme et de la logique de l'État qui, dans le néolibéralisme, fusionne en quelque sorte pour donner lieu à cette situation que je décris. Alors, à travers, si on tire un petit peu les conclusions, de ces 2 exemples, on voit déjà à quel point la crise écologique, finalement, elle suit les contours de fractures sociales préexistantes et elle les renforce, en quelque sorte. Si maintenant on arrime ça aux inégalités, sociales, telles que mesurées ici, dans un rapport produit par Oxfam et qu'on met un peu des chiffres derrière ça, on voit bien que, cette question des classes sociales et puis des dominations, qu'elles soient donc de classe, de genre ou de race, elle rejoue de manière double finalement. D'une part, les classes sociales les plus riches, elles émettent beaucoup plus que les classes les plus pauvres, donc il y a une responsabilité plus importante de ces classes-là dans la cause même de la crise écologique. Donc là, si on reprend quelques-uns des chiffres produits justement par Oxfam, en France, le patrimoine financier des 63 milliardaires les plus riches, donc, émet autant de gaz à effet de serre que celui de 50 de la population française. Si on prend l'échelle mondiale, cette fois, entre 90 et 2015, les 10 les plus riches ont été responsables de plus de la moitié des émissions et les 1 les plus riches de la population, donc étaient responsables, eux seuls, de 15 des émissions cumulées. Donc, c'est 2 fois plus que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. Et donc, à travers ces chiffres-là, et ce qu'il faut aussi saisir derrière ces chiffres-là, c'est que ce n'est pas strictement des questions d'inégalité sociale. Derrière ça, il y a aussi des questions d'inégalité en termes de poids dans la décision démocratique. Donc, il arrive à un point où le degré des inégalités sociales et économiques produit un blocage démocratique de la bifurcation écologique et sociale elle-même, puisqu'il y a un lien très clair entre accumulation, concentration de la richesse, et puis une accumulation et une concentration de pouvoir politique. Donc il arrive un moment où la lutte pour la justice sociale, pour l'égalisation des conditions est importante, non seulement parce que l'extrême richesse de quelques-uns leur permet d'avoir des modes de consommation plus polluants, on a eu l'exemple des jets privés, etc., mais aussi parce que leur position même dans la hiérarchie sociale, elle leur permet d'exercer et de maintenir une emprise sur les décisions politico-économiques qui s'orientent assez logiquement vers un maintien du système qui leur bénéficie et donc une préservation de leurs intérêts et finalement un statu quo alors qu'on va vers un emballement climatique et une aggravation constante de la crise écologique et de son cortège de conséquences sociales. Donc on voit bien là qu'à travers ce lien entre crise sociale et crise écologique qu'on vous décrit depuis le début de cette première partie-là, il y a aussi un lien très fort avec le système politique dans lequel on s'inscrit et la santé finalement de nos démocraties. Et donc nos capacités en tant que société à réagir collectivement face à des périls qui sont le plus grand que l'humanité ait eu à faire face jusque-là. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on doit penser crise sociale et écologique et démocratique, donc comme un tout, comme un système. Merci Claire. Et alors, ce qui est vrai à l'échelle nationale, ce que tu viens de montrer dans le rapport entre classes, dans les inégalités sociales à l'intérieur des pays, c'est aussi vrai à l'échelle internationale entre les pays et en niveau qu'on pourrait dire géopolitique. Pourquoi? Parce que d'abord, les pays riches émettent beaucoup plus de CO2 et détruisent beaucoup plus la planète que les pays pauvres. Donc, c'est les pays riches qui sont les principaux responsables de la crise écologique et de la crise climatique. Mais c'est vrai aussi parce que les principales victimes du réchauffement climatique et de la crise écologique sont en fait les pays pauvres. Donc ceux qui émettent le moins, ceux qui sont les moins responsables de la crise écologique, sont ceux qui vont avoir à en subir le plus d'effets.
Alors, c'est ce qu'on peut voir sur ces cartes qui sont très impressionnantes. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais par exemple, sur la première carte, sur la carte de gauche, les pays en violet sont les pays qui ont un ratio entre émissions de CO2 et effet du changement climatique le plus élevé. Et les pays verts, c'est ceux qui ont le plus pollué et qui vont avoir en fait moins à subir les effets de la catastrophe climatique. Dans ces deux cartes, ce qu'on voit, c'est quasiment un effet de miroir ou de symétrie. Alors, il faut toujours se méfier des effets trop englobants comme ça, de miroir ou de symétrie, mais néanmoins, ces cartes, elles disent quelque chose. C'est qu'il y a un ratio entre ceux qui sont les principaux pollueurs et ceux qui vont principalement avoir à subir les effets du changement climatique. Je vous donne simplement deux exemples qui sont là encore sur la carte de gauche, les pays en violet foncé, je vous en prends simplement deux, le Pakistan et le Niger. Euh, on sait que le Pakistan, c'est des approximations, mais néanmoins des approximations qui sont sans doute assez justes. On considère que le Pakistan est responsable de 0,3% des émissions de CO2 depuis 1750. Et pour le Niger, les chiffres d'émissions de CO2 sont tellement bas que les scientifiques, par exemple les scientifiques du GIEC, considèrent qu'il a contribué à 0% à l'augmentation des températures terrestres dues aux gaz à effet de serre. Et pourtant, pour des raisons climatiques différentes, ces deux pays vont être parmi les plus touchés au monde par le réchauffement climatique. C'est ce qu'on a vu, par exemple, avec les terribles inondations au Pakistan cet été, qui ont conduit à déplacer plus de 33 millions de personnes. Donc, ce qu'on voit apparaître dans tout ce qu'on a montré jusqu'à maintenant, dans ce qu'ont expliqué Razmig et Claire, c'est qu'il y a des formes d'intersectionnalité dans la crise écologique. Ça signifie que selon votre appartenance de classe, selon votre genre, selon votre appartenance raciale ou selon votre situation dans le globe, vous êtes plus ou moins responsable de la crise environnementale et de la crise écologique en général, mais que vous la subissez de manière plus ou moins forte. Et ce qui est donc vrai à l'échelle de chaque pays, l'est aussi à l'échelle mondiale, car en fait, la crise environnementale, elle rejoue les grandes lignes de partage de l'impérialisme et du colonialisme. Les principaux pays colonisateurs et impérialistes sont ceux qui vont le moins subir, ou subir en tout cas le moins dramatiquement les effets du changement climatique, par opposition aux pays les plus pauvres qui ont eu à subir les politiques impérialistes et colonialistes. Merci Paul. Donc là, ce qu'on voit apparaître en plus de la dimension intersectionnelle, intersectionnaliste que tu as parfaitement décrite, Paul, c'est la dimension idéologique de l'écologie. C'est-à-dire l'existence d'une écologie mainstream qui essaie d'assigner des responsabilités ou une forme de culpabilisation à certaines catégories de la population plutôt que d'autres. Donc vous voyez ici une des échos qui dit ce scepticisme écolo qui a nourri les Gilets jaunes et qui construit en fait idéologiquement une opposition supposée entre écologie et classe populaire, et donc où on voit à l'œuvre véritablement la dimension idéologique qui vient s'ajouter ou en quelque sorte couronner la logique intersectionnelle qu'évoquait Paul. Bon, une manière parmi d'autres possibles de préciser cette dimension idéologique, c'est de dire que, en fait, les changements de comportement qui sont recommandés aux citoyennes et aux citoyens par les discours écologistes mainstream, le discours écologique dominant, celui du gouvernement par exemple, eh bien, ça suppose, on le sait concrètement, un pouvoir économique et financier important pour les citoyens que nombre de citoyennes et de citoyens n'ont pas. Par exemple, changer de moyen de transport, se procurer une voiture électrique qui soit moins polluante. Par exemple, habiter plus près des centres-villes et par conséquent émettre moins de CO2 par son moyen de transport. Par exemple, consommer bio, consommer local. Bien évidemment, tout ceci, ça suppose un pouvoir d'achat et il ne suffit pas de le vouloir pour le mettre en œuvre. Il faut aussi le pouvoir d'achat qui soit correspondant. Donc, en d'autres termes, l'idéologie, elle fonctionne de manière à inverser la réalité, en quelque sorte. Les classes populaires qui sont les moins pollueuses, comme l'ont parfaitement décrit Paul et Claire, sont souvent aussi, paradoxalement, visées comme étant en quelque sorte les mauvais élèves du climat, voire c'est une des échos concernant les Gilets jaunes. Autrement dit, on stigmatise par exemple le supposé consumérisme, l'attachement à la consommation, à une consommation débridée des classes populaires. Évidemment, cette culpabilisation des classes populaires dans l'idéologie écologiste dominante ou mainstream, elle vient pas de nulle part, elle se nourrit
s'inscrit même dans une longue tradition qui est en fait bien antérieure à l'enjeu climatique de stigmatisation du comportement supposé irrationnel, supposé immoral des classes populaires, qui remonte au 19e siècle encore, même de manière plus ancienne, et qui est bien plus ancien, encore une fois, que l'enjeu climatique. Mais l'enjeu climatique et cette culpabilisation que j'évoquais va idéologiquement venir se greffer là-dessus et accentuer cette culpabilisation des classes populaires. Donc en somme, responsabilisation et culpabilisation de celles et ceux qui sont les principales victimes d'un système d'inégalité environnementale qui ne peuvent pas changer individuellement, notamment du fait d'un pouvoir d'achat qui n'est pas suffisant pour se comporter de manière vertueuse sur ce plan-là. Et donc, en gros, tous les discours du gouvernement, mais on peut trouver des équivalents évidemment ailleurs, dans d'autres pays, à l'échelle internationale, autour des Gilets jaunes, qui ferait en quelque sorte de la résistance à la taxe carbone dont on ne parle pas vraiment dans cette formation, mais sur laquelle il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire également, donc qui ferait de la résistance à la transition écologique, faute d'une culture écologique suffisante, ou faute d'une compréhension suffisante des politiques publiques environnementales. Véritablement, quand on pense l'écologie dans ses différentes dimensions, et dans sa dimension qui ne met pas en rapport l'écologie avec le social, il faut aussi toujours prêter attention aux opérations idéologiques qui vont avec. Il n'y a peut-être pas suffisamment de travail qui est fait à l'intérieur des organisations politiques de la NUPES, mais plus généralement du côté des intellectuels, sur cette dimension proprement idéologique de l'écologie. Oui, justement, en fait, on est dans un moment où on est parvenu à un consensus sur le fait qu'il y a un problème avec, on l'appelle le climat, l'écologie, et du coup, il y a une surmobilisation de tous les discours politiques dans tout le champ politique pour parler d'écologie et de climat. Et aussi, l'objectif qu'on se donne avec cette formation, c'est de spécifier ce que serait une écologie politique transformatrice, profondément sociale, et dans un contexte où justement il y a une appropriation du discours et des mots de l'écologie par des personnalités qui ont plutôt à cœur de maintenir le système tel qu'il est. Donc après ce parcours un petit peu dans des exemples concrets et puis un travail qu'ont très bien fait Paul et Razmig sur voilà, ce décryptage aussi des déplacements idéologiques et sémantiques qu'il peut y avoir actuellement autour de l'écologie. On voulait prendre un peu de champ et décrire un peu le système politico-économique dans lequel s'inscrit notre réflexion sur l'écologie, en repartant finalement de l'idée de pourquoi finalement ce lien entre écologie et social est aussi fort. C'est parce que à la fois les crises sociales qui sont celles de notre siècle et la massive et très globale crise écologique qu'on vit actuellement sont liées à une même cause, à un même système qui est globalement le système capitaliste. Et on va essayer dans cette partie-ci de définir un petit peu, de décrire les composantes de ce système qui, en fait, font qu'il y a une solidarité entre les questions sociales, écologiques, mais aussi féministes, anticoloniales, et qu'on a commencé à décrire dans cette première partie. Donc, pourquoi les problématiques écologiques ou sociales convergent? Parce qu'à l'origine, on trouve bien ce même système, le capitalisme industriel, qui, pour se maintenir, pour prospérer, a donc besoin d'exploiter et d'aliéner à la fois l'être humain par le travail et puis la nature plus globalement. Donc les éléments constitutifs de ce système-là, qui peuvent être listés, il y a la propriété privée, il y a la liberté de concurrence, l'objectif d'accumulation du capital en vue de la maximisation des profits. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est un système qui est historiquement situé et qui est construit politiquement. C'est aussi un système qui est social et culturel parce qu'en fait, il s'imbrique dans toutes les dimensions de nos vies. Et à mesure qu'il a progressé, il s'est même infiltré dans nos imaginaires, dans nos manières de construire nos relations en tant que société, de telle sorte qu'on n'a pas toujours conscience qu'en fait, ce modèle-ci n'est qu'un modèle social et économique parmi d'autres possibles. Et l'objectif aussi d'une écologie politique transformatrice et sociale, ce serait de pointer vers d'autres modèles d'organisation politique, économique possibles. Donc, ces dimensions du capitalisme qu'on a listées en 3, mais on pourrait détailler
de manière plus affinée, elle mène de manière structurelle à un triple phénomène d'exploitation. Donc une exploitation des travailleuses et des travailleurs par la marchandisation du travail, une exploitation de la nature qui fournit en quelque sorte un travail gratuit. C'est les services que produit la nature, c'est finalement du travail gratuit que le marché s'approprie. Et puis, ça conduit aussi à une exploitation exacerbée, que ce soit des femmes. Et on le voit, il y a une partie du travail des femmes qui est aussi a constitué un travail gratuit qui a été indirectement approprié par la machine capitaliste, également des minorités, également des périphéries, donc que ce soit les anciennes colonies ou les territoires qui sont aujourd'hui peuvent être caractérisés comme post-coloniaux. Donc aujourd'hui, effectivement, ce système-là, il est devenu si omniprésent à l'échelle du globe qu'il y a aujourd'hui ce débat, est-ce qu'on parle d'anthropocène ou est-ce qu'il faut plutôt parler de capitalocène, puisque les causes de cette crise globale qui touche à toute l'humanité sont effectivement ce système politique économique bien spécifique, plutôt que l'humanité dans son entièreté, puisqu'on a vu depuis le début de cette formation justement qu'il y avait une responsabilité extrêmement différenciée et des conséquences qui vont être extrêmement inégalement distribuées et même au sein des territoires en fonction du niveau de richesse et de la position dans la structure sociale de chacun d'entre eux. Donc, il y a ce triple processus est très important à garder en tête pour justement comprendre les liens fondamentaux qu'il y a entre les questions sociales qui reposent beaucoup autour des luttes autour du travail et de l'amélioration des conditions des travailleuses et des travailleurs, et puis les liens entre ça donc, et les combats féministes, par exemple, et puis les combats contre les phénomènes post-coloniaux et néocoloniaux. Donc voilà, donc vous avez maintenant normalement en tête les éléments qui vous permettent d'avoir une approche systémique du propos qu'on essaye d'avoir lorsqu'on explicite ce lien entre les questions sociales et les questions écologiques. Merci Claire. Donc derrière l'idée que tu présentais, là, cette présentation systémique du capitalisme, il faut aussi avoir en tête que le capitalisme, c'est pas que un système comme ça qui serait anhistorique, mais qu'il a aussi une histoire, qu'il y a des périodes au sein du capitalisme et que le capitalisme lui-même, il évolue. C'est notamment un concept assez utile pour penser ces évolutions, le concept qui a été forgé par des historiens de l'environnement de grande accélération. Alors, qu'est-ce que c'est la grande accélération? Vous voyez toutes les courbes sur ce schéma. C'est une période qui s'ouvre avec la Seconde Guerre mondiale, avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, et au cours de laquelle il y a une intensification massive de la mondialisation, une accélération des progrès techniques, des progrès scientifiques, qui aboutit à une explosion du type de la quantité de marchandises produites. À l'occasion de cette grande accélération, qu'est-ce qui se passe? C'est les impacts des activités humaines sur la nature, elles ont fortement et rapidement augmenté. Alors, vous voyez que c'est très intéressant parce que sur ces courbes, certes, la grande accélération, on peut dire qu'elle commence vers 1945, mais en réalité, à partir des années 1970-1980, il y a vraiment un boom, une explosion massive à la fois des quantités de ressources naturelles qui sont prélevées dans les environnements, mais aussi une explosion massive de la quantité de pollution industrielle, de pollution de gaz à effet de serre qui sont émis, et finalement, à la fin de la chaîne productive, aussi une croissance exponentielle des déchets. Et alors, on voit un autre élément à noter, c'est que cette explosion de la production de marchandises et du prélèvement des ressources dans les environnements naturels, elle n'a pas du tout abouti à une répartition égalitaire de la richesse ou de la marchandise produite, mais au contraire, elle a conduit à radicaliser encore des inégalités qui étaient déjà existantes.
Donc, ce à quoi on aboutit avec ce capitalisme non seulement industriel, mais ce capitalisme hyper prédateur de la seconde moitié du XXe siècle, c'est à une modification massive des environnements, modification extrême de la géologie de la planète, de la surface, de la croûte terrestre, des écosystèmes, des nappes phréatiques et la crise climatique dans son ensemble. Alors, je m'arrête juste une seconde parce que j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat sur le rapport entre climat et écologie. Effectivement, la crise climatique n'est qu'une des manifestations de la crise écologique qui prend beaucoup d'autres formes, des problèmes de déchets, des problèmes d'intrants chimiques en agriculture, des problèmes de pollution industrielle, d'épuisement des ressources en eau. Voilà, c'est une catastrophe multiforme, protéiforme qu'on est en train de traverser, notamment avec ce capitalisme de la grande accélération qui date de la seconde moitié du XXe siècle. On passe à présent à la deuxième partie qu'on a intitulée un capitalisme vert. Est-ce que c'est possible? Point d'interrogation étant évidemment tout à fait crucial. Le questionnement est le suivant. Face aux crises et en particulier aux différentes dimensions de la crise environnementale que vient de rappeler Paul, est-ce que une croissance verte est possible? Et est-ce que cette croissance verte, si elle est possible, nous tirera d'affaire, nous, je veux dire l'humanité dans son ensemble? Est-ce qu'en d'autres termes, le développement d'un discours sur le verdissement du système économique capitaliste est un discours crédible? Et si oui, selon quels critères? Est-ce que des termes comme croissance verte, comme développement durable, comme soutenabilité sont des termes qui s'accommodent de ce système capitaliste que l'on décrit depuis le début, ou est-ce qu'au contraire, cela suppose une lecture beaucoup plus ferme, beaucoup plus nette, avec des choses comme le PIB, comme la croissance, comme le capitalisme lui-même? Et on va développer ce point en prenant deux exemples là encore. D'abord la question du découplage, la problématique du découplage que va développer Paul, et d'autre part la question du technosolutionnisme que je vais développer tout à l'heure. Merci Razmig. Alors bon, avant de répondre à la question de savoir est-ce qu'une croissance verte est possible, est-ce que la croissance verte peut exister, il faut d'abord essayer de savoir ce que ça définit un peu précisément. Qu'est-ce que c'est que la croissance verte? Alors, la croissance verte, c'est l'idée, la promotion de l'idée que la croissance économique et le développement industriel seraient possibles tout en préservant les ressources naturelles et en respectant les limites planétaires, notamment les limites en termes de ressources, de quantité de CO2 qu'on peut émettre, etc. Il s'agit donc, si vous voulez, de continuer à accumuler des profits par la vente de marchandises, ce que fait le capitalisme, comme l'a montré Claire, mais en limitant les dégradations de l'environnement, les dégradations de la nature. Ce qui est intéressant de noter, c'est comme le disait Razmig, une dimension idéologique, c'est devenu le discours dominant parmi les capitalistes qui ne peuvent plus sérieusement être climato-négationnistes comme ils l'étaient dans les années 2000, puisque le changement climatique est désormais avéré. Alors qu'est-ce que ça suppose, la croissance verte? Ça suppose un découplage entre croissance du PIB d'un côté et extraction des ressources, émissions de gaz à effet de serre d'un autre côté. Ça suppose donc qu'on puisse continuer de produire des marchandises et des services pour la vente, pour le profit, tout en limitant l'extraction, les pollutions, les déchets. Et alors, il faut le dire, la transition écologique, elle est structurellement incompatible avec la croissance économique pour le profit. Pourquoi? Parce que même si vous baissez les émissions de CO2 grâce à une transition énergétique, continuer de produire des marchandises et des services, ça suppose d'augmenter l'extraction de ressources naturelles ou la production d'énergie et la quantité de déchets qu'on produit. Je vous donne juste un exemple parce qu'on va commencer à courir un peu après le temps. L'exemple, c'est celui des voitures électriques. Ça se présente comme une solution aux émissions de CO2, ce qui est vrai en partie. Mais ça ne résout absolument pas le problème de la crise écologique, parce qu'il faut continuer à extraire des ressources, ça continue d'émettre des pollutions industrielles quand on produit ces voitures, et il y a énormément de déchets qui sont liés, par exemple, à l'utilisation du lithium ou à l'extraction du lithium, qui est un composant essentiel des batteries. Donc voilà, la croissance verte, c'est l'idée principale, n'est pas possible parce que l'augmentation du profit, ça suppose une augmentation du nombre de marchandises et donc un accroissement des prélèvements sur les ressources et des pollutions industrielles. Un autre présupposé des discours sur la croissance verte ou le capitalisme vert, c'est qu'on peut trouver des solutions techniques
aux problèmes écologiques. Et je laisse Razmik développer ce point. Merci Paul. Oui, l'écologie technosolutionniste, en fait, l'idée générale de ce discours qui est très répandu et qu'on trouve y compris dans les rapports du GIEC sous la forme notamment de la géo-ingénierie, qui est la forme extrême en quelque sorte du technosolutionnisme. Donc l'idée générale de ce discours, c'est que on va se reposer sur le pari selon lequel, à l'avenir, des technologies vont être inventées et développées qui vont nous permettre de résoudre en quelque sorte d'elles-mêmes la crise climatique sans qu'on ait, en gros, beaucoup à changer à nos modes de vie et à la manière dont fonctionne le système économique dans lequel nous nous trouvons. Alors, évidemment, il n'est pas question de nier que des nouvelles technologies puissent venir contribuer d'une certaine façon à la solution, et il va sans dire que la recherche scientifique publique doit être financée, mais il y a d'importants problèmes avec cette idée ou cette hypothèse technosolutionniste. Je vais un peu vite, mais on pourrait développer. D'abord, beaucoup de ces technologies sur lesquelles se basent ces scénarios techno-optimistes ou technosolutionnistes ne sont pas encore du tout développés. Or, il faut aller vite. Les 10 prochaines années seront tout à fait cruciales pour l'avenir de l'humanité. Et qui plus est, toujours dans ce premier point, il faut non seulement les inventer, ces nouvelles technologies, mais il faut les faire monter en échelle. C'est rien de les développer à l'échelon local. Il faut encore qu'elles s'emparent d'une partie importante de l'activité économique ou socio-économique. Deuxièmement, il y a un problème d'effet rebond que les économistes connaissent bien, c'est que des technologies efficaces parfois conduisent à une augmentation de la dépense énergétique correspondante. Par exemple, une voiture plus propre va être utilisée plus, et donc ça ne va pas du tout faire diminuer la dépense énergétique correspondante. Troisième point très important que nous rappellent sans cesse les historiens, c'est que en fait, les technologies se superposent les unes aux autres. Il n'y a pas véritablement de transition en matière d'histoire de l'énergie. Elles se superposent les unes aux autres, elles ne se substituent pas naturellement les unes aux autres. Autrement dit, par exemple, on utilise aujourd'hui plus de bois, de charbon et de pétrole que jamais dans l'histoire de l'humanité. Donc ça s'empile. Et enfin, dernier point, il y a la question de la propriété intellectuelle, évidemment. Si ces nouvelles technologies sont la possession de multinationales qui font des profits à partir d'elles, se pose la question de qui, quel pays, quelles populations vont pouvoir bénéficier de ces technologies. Donc en somme, encore une fois, il ne s'agit pas de nier que les technologies puissent avoir un apport par rapport aux solutions, mais en dernière instance, ce qu'il faut repenser de fond en comble, c'est le système socio-économique qu'on décrit depuis le début, le capitalisme, et sans le repenser, eh bien, on n'arrivera à rien en matière de crise environnementale. Donc, après ce point par Paul sur la croissance verte, ce point sur le techno-solutionnisme par Razmig, une dernière version de discours qui s'empare finalement de la problématique et des maux de l'écologie, sans néanmoins toucher au cœur du système qui est responsable de la crise dans laquelle on se trouve. On a un exemple plutôt récent, qui est l'appropriation par le gouvernement Macron de cette notion de sobriété, qu'on retrouve dans les textes de grands penseurs qui ont fondé l'écologie politique, comme Ivan Illich ou autres. Et en fait, on peut s'appuyer sur cette espèce de contre-exemple pour comprendre toute la profondeur de la transformation socio-économique qu'impliquerait une écologie profondément sociale et profondément transformatrice. Donc, on a eu un gigantesque plan de communication où l'ensemble du gouvernement a été assez impliqué, avec le col roulé de Bruno Le Maire, la doudoune d'Elisabeth Borne, etc. Et par contraste, finalement, on a eu, par exemple, le 49, un des 49.3 qui a balayé un amendement qui avait été voté pour mettre 12 milliards d'euros sur la table pour la rénovation thermique des bâtiments, donc qui aurait été une mesure absolument centrale de sobriété énergétique qui en plus aurait relié les questions de justice sociale et les questions écologiques. Donc on voit bien cet écart qu'il y a entre une communication qui s'empare d'un imaginaire politique qui peut être proche de celui de l'écologie politique et les actes d'un gouvernement qui finalement protège le cœur du réacteur sans toucher aux inégalités, sans toucher aux questions de redistribution, sans non plus toucher au cœur de la structure de production ou de consommation. Donc, si on prend de manière au-delà des cols roulés et des doudounes, le plan de sobriété qui a été produit par ce gouvernement, on vous en a mis quelques exemples sur les slides, mais il pose un certain nombre de problèmes. Donc, déjà, une absence de dimension contraignante. On s'appuie sur des engagements volontaires qui ne sont sans aucune vérification
qu'il y ait une application concrète de ces engagements volontaires, il n'y a aucun moyen budgétaire supplémentaire qui est dégagé pour la mise en œuvre de ce plan. Il y a une insistance sur finalement une dimension très individuelle de l'action prétendument écologique, et donc très peu de pensée systémique ou collective de comment on change la société dans laquelle on est pour aller vers plus de sobriété. Il y a pas vraiment de dimension de long terme, c'est finalement un plan de court terme qui est pensé pour passer l'hiver dans un contexte de crise énergétique majeure. Et un dernier point qu'on peut soulever à propos de ce plan de sobriété, c'est une absence totale, pour le coup, d'articulation avec la question de la justice sociale, parce que simultanément, on avait ce plan de sobriété qui demandait à tous les Françaises et les Français de bien vouloir éteindre la Wi-Fi, mais en même temps, un blocage complet sur, par exemple, la question de la taxation des superprofits, sur la question d'une plus grande progressivité de la fiscalité à un moment où les inégalités sociales explosent. Donc on voit bien que c'est finalement une version de l'écologie vert extrêmement pâle et qui reste complètement en surface des transformations qu'il faudrait opérer, et qui du coup peut, même par son action, renforcer la crise sociale en prenant des mesures qui finissent par donner l'impression qu'écologie et social s'opposent. Comme ça a été le cas finalement avec la taxe carbone qui a, par ses conséquences sociales, généré le mouvement des gilets jaunes. Donc, si on prend juste l'exemple de la mobilité sur cette question de la sobriété, il y a eu par exemple les 7 000 € de prime pour l'achat d'un véhicule électrique neuf. Mais là, on a été vous chercher le prix moyen des véhicules électriques, et c'est en moyenne 30 000 €. Donc, la prime, l'aide de l'État ne couvre absolument pas la somme nécessaire, et pour la grande majorité des ménages, ça reste tout à fait inaccessible. Et vous voyez que simultanément, je ne sais pas s'il y en a qui vivent ça au quotidien, moi c'est mon cas en tant qu'usagère du RERC, mais il y a un sous-investissement absolument structurel et depuis des années sur tout ce qui est transport du quotidien. On voit la fermeture des petites lignes, la fermeture des petites gares s'accélérer. Et alors, on voit bien que là, il y a pas du tout de vision globale de comment on arrive à repenser la mobilité, pas seulement en remplaçant tout le parc de véhicules par un parc de véhicules électriques qui ne correspond pas à de la sobriété et va créer des tensions et des difficultés sociales majeures. Mais on a du coup une autre possibilité qui serait de repenser la mobilité de manière collective en intégrant les transports en commun de manière centrale, et c'est pas du tout cette approche-là qui est donc qui est prise par le gouvernement actuel. Alors, on va passer à cette troisième partie qui va être une partie plus politique. J'ai vu aussi dans le chat une question, pourquoi est-ce qu'il ne s'est rien passé depuis 1972? Et on peut faire une hypothèse parmi d'autres, en plus du fait que les capitalistes veulent sans doute pas lâcher leurs intérêts et l'intérêt de continuer à faire du profit, c'est que les combats sociaux et les combats écologistes ont largement été séparés, et ce qui a sans doute affaibli les uns et les autres. Alors, ce qu'on voudrait vous montrer maintenant, c'est que les combats sociaux sont aussi des combats écologistes. Alors, parmi ces combats sociaux, on a pris quelques exemples: la défense des services publics, de la sécurité sociale, la solidarité nationale et internationale. Bon, on peut en prendre beaucoup. On va vous montrer, vous pourrez voir ça dans le diapo que vous aurez, qu'à chaque fois, ce sont aussi des combats écologistes. Je vous prends juste un exemple. L'augmentation de l'âge du départ à la retraite. Donc, il y a déjà eu une formation là-dessus. Ça veut dire tout simplement travailler plus longtemps, c'est-à-dire travailler plus, produire plus de marchandises ou de services. À taux de productivité constant, plus on travaille, plus on produit. Donc, limiter l'impact humain sur la biosphère, ça suppose de produire moins et donc de travailler moins dans un certain nombre de secteurs de l'économie. On peut dire à cet égard que la diminution de l'âge du départ à la retraite, c'est pas simplement compatible avec la transition écologique, mais c'est une condition essentielle pour limiter l'impact humain sur la planète. Il s'agit d'une forme de sobriété
non seulement dans la consommation, mais aussi dans le travail lui-même. De même, les combats écolos, vous le voyez apparaître là dans le slide, par exemple la lutte contre la pollution de l'air, la rénovation thermique des bâtiments, la préservation de la biodiversité, on pourrait évidemment en prendre d'autres. Tous ces combats qui sont classiquement catégorisés comme étant des combats écolos sont aussi des combats sociaux. Alors, je ne vais pas détailler, on n'aura pas le temps, mais je prendrai juste l'exemple de la rénovation thermique des bâtiments, qui est le deuxième exemple, et qui montre bien comment l'écologie et le social peut être combiné. En réalité, si vous voulez faire de la rénovation thermique de manière sérieuse, il faut créer en France au minimum 700 000 emplois. Des emplois qui manquent, évidemment. C'est une filière qui doit être entièrement reconstruite. Il n'y a non seulement pas assez d'investissements publics et privés dans la rénovation des bâtiments, mais d'une certaine manière, toute la filière elle-même, et y compris la formation des travailleuses et des travailleurs, doit être reconstruite pour faire en sorte de générer une offre de travail suffisante, qui est largement insuffisante à l'heure actuelle du point de vue de la main-d'œuvre. C'est d'ailleurs l'occasion de construire, peut-être, si la LUPES arrivait au pouvoir, par exemple, un service public de la rénovation, qui pourrait être un service public hors marché ou en lien avec des coopératives de la rénovation. Il faudrait voir évidemment le périmètre exact et les formes de propriété collective qui pourrait sous-tendre ce secteur de la rénovation. Ceci impliquerait aussi de mettre en œuvre des formes d'obligation de la rénovation, de former des salariés. Bref, ceci conduirait à la création, dans ce secteur de la rénovation reconstruit ou construit, d'emplois verts, qui sont des emplois de qualité, et par conséquent de mettre en œuvre une politique qui soit vertueuse aussi bien sur le plan écologique, donc sur le plan de la rénovation thermique, mais aussi bien sur le plan de la lutte contre le chômage, puisque évidemment, ces salariés qu'il faudrait former sont des salariés à qui on attribuerait un salaire et une qualité de travail qui soit importante. Donc on voit autour de cette problématique de la rénovation thermique la manière dont un enjeu qui est classiquement catégorisé comme écologique peut également servir à créer de l'emploi et particulièrement des emplois de qualité qui ne soient pas des bullshit jobs comme disent certains sociologues, David Graeber en particulier, mais des emplois qui soient véritablement de qualité où les individus aient le sentiment de l'utilité de leur labeur pour le bien commun et en l'occurrence pour tirer l'humanité de la crise environnementale dans laquelle elle se trouve. On pourrait développer les autres exemples, mais je vais passer, on n'a pas le temps. Alors, avant d'aller vers, notre conclusion, pour, enfin, résumer un petit peu le propos de Paul Erasmig, on peut pointer vers, 3 grands exemples de lutte commune, à la fois sociale et écologique, qui peuvent être, voilà des vrais combats communs pour toute la NUPES qui du coup a en partage à la fois le social et l'écologique et tous les liens qu'on vient de vous décrire entre ces 2 dimensions qui finalement n'en forment qu'une. Donc on vous a mis 3 exemples, mais vous pourriez en trouver, énormément d'autres notamment dans le programme commun de la NUPES. Donc la question de la planification écologique, il faut le rappeler à chaque fois, se fait à partir des besoins, donc à partir d'une redéfinition démocratique des besoins collectifs, d'une société, donc forcément à partir d'une question qui est extrêmement, sociale, et du coup aussi à partir de la question de la justice, sociale. On peut prendre également l'exemple qui a été évoqué, pas mal par Razmig à l'instant, de la question de l'emploi et notamment de la garantie, d'emploi et des emplois donc verts, et dans, les emplois qui peuvent entrer dans le champ de l'écologie, il y a pas strictement, les questions de construction d'éoliennes et cetera, mais il y a aussi tous les métiers du lien, du soin, tous les métiers, dans l'éducation qui en fait correspondent à ces métiers, qui, prennent, soin finalement des liens entre humains et au-delà, entre, les sociétés humaines et leurs environnements. Et finalement, si on prend la lutte contre les inégalités, on a vu ensemble pendant cette formation à quel point elles étaient multidimensionnelles, à quel point elles étaient simultanément sociales, économiques, écologiques, de genre, et raciales également, géographiques également, de plus en plus. Donc, c'est bien, une lutte sur laquelle on peut, faire coïncider et pas seulement, relier, 2 entités, séparées, mais vraiment faire coïncider à la fois, le social et l'écologique. Bon, la conclusion de notre présentation, elle est très, très simple, vous l'avez compris, on l'a déjà dit, c'est que l'enjeu de la justice environnementale doit être au cœur de la bifurcation écologique. C'est la même question d'une certaine manière. Autrement dit, on peut dire qu'il faut bifurquer par et pour l'égalité. Par et pour l'égalité. Autrement dit,
D'une part, l'égalité est une condition de la bifurcation écologique. Pourquoi? Parce que sans égalité, la population, différents secteurs des classes populaires seront réticentes, voire la taxe carbone et les gilets jaunes qui ont déjà été évoqués. Et en retour, la bifurcation va rendre possible plus d'égalité en corrigeant des inégalités qui existent ou en corrigeant des situations de détresse sociale qui existent, comme par exemple la question du chômage que j'évoquais. Donc il faut bifurquer par et pour l'égalité. L'égalité est à la fois un objectif et une méthode politique ou une stratégie politique qui permettra de faire en sorte que de larges pans de la population et des classes populaires nous suivent dans cette bifurcation écologique. Et ceci suppose, et Claire vient de le dire, une rupture très nette avec la logique du marché et la mise en œuvre d'une planification à la fois démocratique et écologique. Alors, vraiment, en un mot, je pense, oui, bon, on peut s'arrêter là, je pense, sur la conclusion. Non, parce que c'était déjà affiché, c'était simplement un rappel du fait que l'écologie est sociale, à la fois parce que les causes de la catastrophe écologique sont sociales et en même temps, ces conséquences de la catastrophe écologique sont de reproduire des inégalités qui existent déjà. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution à la crise écologique, comme le disait Razmig, qui soit pas aussi une lutte, une abolition des dominations sociales. Je vais, laisser la conclusion telle quelle et du coup, vous emmener sur cette slide-ci, où on vous a fait une série de recommandations de lecture, qui informent aussi nos recherches et nos réflexions et qui peuvent vous intéresser si, ces questions-là justement, vous voulez les creuser, aller plus loin. Donc, on vous a listé rapidement, hein, Lucas Chancel, Insoutenable inégalité, L'impossible capitalisme vert, ça rejoint le titre même rejoint beaucoup de choses qu'on s'est dit, ce soir. L'événement anthropocène, de Jean-Baptiste Fressoz et Christophe Bonneuil, un livre qui porte plutôt sur l'écoféminisme pour le coup d'Émilie H, Ce à quoi nous tenons. Pareil pour, Geneviève Pruvost, Quotidien politique, féminisme et écologie et subsistance. Et finalement, pour aborder toute la question, des liens entre colonialisme et écologie, l'excellent livre de Malcolm Ferdinand, Une écologie décoloniale, penser l'écologie depuis le monde caribéen. Vu qu'on a commencé à 35, ça nous donne quelques minutes de rab et notamment parce que, vous avez posé plein de questions extrêmement pertinentes et intéressantes dans le chat pendant la formation. On a pris le parti de dérouler la formation sans s'interrompre parce qu'on voulait que ça tienne en 1 heure et on s'est dit qu'on aurait plein d'occasions de reproduire ce format pour, approfondir justement les questions que vous avez posées. Mais si ça vous va, on va prendre encore quelques minutes pour, répondre à 2-3 de vos questions. Donc peut-être, Razmik, Paul, vous en avez certaines sous les yeux normalement. Vous pouvez peut-être, chacun en choisir de répondre à l'une d'entre elles qui vous paraissait, pertinente et puis comme ça on en fait au moins 3 et puis après peut-être on va commencer à clore cette formation. N'hésitez pas à nous écrire dans le chat, on est trop nombreux pour donner la parole à tout le monde à l'oral, mais n'hésitez pas à nous faire des retours sur le chat, à continuer de poser vos questions parce qu'on gardera une trace de tout ça et on construira la suite aussi de toutes les formations sur l'écologie au sein de l'école à partir des retours que vous nous faites. Donc, Razmik, Paul, comme dans l'ordre que vous voulez, à vous. Si tu veux, comme tu veux, Paul, tu as une. Vas-y, vas-y. Oui, allez, ben, il y a une très belle question qui est: est-ce que le problème c'est le capitalisme ou le productivisme? Question. Peut-être que tu voulais y répondre, cher Paul. Très bien, je vais en prendre une autre. Tu pourras compléter si tu veux. C'est une excellente question, évidemment. Il y a 2 points peut-être qu'on peut dire. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de capitalisme sans productivisme et sans consumérisme. Toute la logique marchande qu'a déroulée Claire et Paul l'a précisé également, implique qu'un capitalisme qui ne soit pas productiviste et consumériste, c'est une contradiction dans les termes. Parce que la logique du profit et la valorisation du capital, la valorisation de la nature par le capital en particulier, l'exploitation aussi du travail, implique une dynamique qui est productiviste. D'une certaine manière, ce que je dis là, c'est une autre manière de dire ce que Claire a démontré sur son slide avec, vous voyez, l'accumulation, le profit, la propriété, etc. Donc ça, c'est un premier élément. Donc d'une certaine manière, c'est d'emblée le capitalisme qu'il faut se donner comme adversaire, en quelque sorte, pour résoudre la crise environnementale. Mais il est vrai aussi que dans l'histoire, il y a eu des formes de productivisme qui n'étaient pas le capitalisme. Et en particulier, l'Union soviétique, évidemment, était aussi une forme de productivisme, mais un productivisme de nature assez différente du capitalisme. Donc, d'une certaine manière, ma réponse à la question serait de dire que c'est bien le productivisme capitaliste qu'il faut combattre, mais ce n'est pas parce qu'on s'est débarrassé du capitalisme que pour autant des formes de productivisme ne pourraient pas revenir d'une autre manière.
et en particulier dans des expériences, disons, pseudo-socialistes, qui ne sont pas vraiment socialistes, ou qui n'ont de socialistes que le nom, et qui, dans le cas de l'Union soviétique, ont en fait été une forme de rattrapage extrêmement productiviste des économies les plus développées, dans un contexte qui est celui que vous connaissez, du stalinisme, etc. Donc, c'est le capitalisme, et il faut être attentif au fait que potentiellement des formes non capitalistes de productivisme peuvent surgir, et par conséquent, évidemment, être vigilant sur la critique de ces formes de productivisme également. Alors, bah, je vais pas répondre à cette question, je vais répondre à la question à laquelle j'avais commencé à répondre tout à l'heure sur pourquoi est-ce qu'on n'a rien fait depuis le rapport Meadows. Alors, le rapport Meadows, c'est un rapport de 1972 du Cercle de Rome qui s'intitule Les limites de la croissance et qui, pour la première fois, dit que la croissance verte est impossible, que la croissance économique du profit est incompatible avec les limites planétaires et écologiques. Alors pourquoi on n'a rien fait? Je pense qu'il y a trois raisons. D'abord, la première raison, elle est idéologique. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'obstacles, il y a eu beaucoup de gens qui se sont opposés à l'idée qu'il existait véritablement un changement climatique et une crise écologique. Et il y en a encore beaucoup qui sont, pourrait-on dire, climato-négationnistes. Bon, mais cet obstacle idéologique, il est en train d'être franchi. Et on rencontre du coup le deuxième obstacle, qui est un obstacle simplement d'intérêt. Certains qui défendent leur intérêt, les capitalistes défendent leur intérêt à continuer à pouvoir faire des profits. Et pour ça, il ne faut pas faire de transition écologique, puisque sinon, comme on a essayé de vous le montrer, ça supposerait de rompre avec la logique de la croissance et du profit. Et donc, ça implique que ce qui se passe, c'est un rapport de force. Ce qui empêche une véritable transition écologique et sociale, aujourd'hui, c'est un rapport de force dans lequel certains ont le pouvoir et d'autres, une immense majorité de la population mondiale qui subit les effets de la crise écologique et qui voudrait une bifurcation, n'a pas le pouvoir. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on prend le pouvoir et comment est-ce qu'on construit le rapport de force contre ceux qui l'ont. Évidemment, des expériences comme la NUPES sont absolument indispensables, et c'est notamment parce que c'est un cadre au sein duquel les luttes des travailleurs, et notamment les luttes syndicales, peuvent rejoindre les luttes écologistes, et c'est sans doute de cette manière-là qu'on va pouvoir faire des rapports de force qui vont contraindre les capitalistes et les États à commencer une bifurcation écologique. Merci. J'en prends une dernière avant qu'on se quitte. On est désolé pour toutes les questions qui du coup, ont pas pu, trouver de réponse ce soir. On reproduira ce format pour pouvoir répondre à tout ça. Alors il y a eu aussi comme question, faut-il parler d'environnement, ou d'écologie? Et là-dessus, nous, notre parti pris, ça a été plutôt de dire qu'il faut parler d'écologie politique pour justement insister sur la dimension systémique et politique de l'objet dont on parle. Environnement, le terme, de la même manière finalement, d'une manière assez symétrique, de la notion de nature, a été construite, pour finalement placer à distance. Il y a l'environnement et puis finalement les sociétés humaines sont dans l'environnement et puis on garde une espèce, de rapport d'indépendance, entre les 2. Alors que tout, le cœur du problème écologique, c'est justement qu'il y a des interdépendances et que, l'environnement fait partie des sociétés humaines de la même manière que les sociétés humaines s'imbriquent de manière, structurelle, à leurs environnements. Et l'écologie permet justement d'aborder ces questions-là de manière plus intégrée, finalement, que de strictement parler d'environnement comme quelque chose qu'il faut, réparer lorsque, par exemple, la machine économique produit des externalités. Voilà. Donc, la dimension, environnementale qui est finalement partie d'un tout plus, global qu'on choisit d'appeler l'écologie politique et qui est finalement peut-être la réappropriation par le filtre, politique, social, de ces environnements-là. Voilà. Donc d'être dans un rapport, de moindre passivité par rapport à des environnements. Voilà, donc c'est une réponse très rapide et qui voilà, toutes ces questions-là auraient demandé de plus longs développements, mais on va s'arrêter là. On arrive à 21h40 bientôt. Cette formation a été enregistrée, donc vous pourrez la retrouver. On sera aussi en mesure de vous envoyer les slides, c'était aussi une de vos questions
Un grand, grand merci, à toutes les personnes qui ont été présentes avec nous ce soir, et puis on espère vous revoir très vite pour les formations de l'école. N'hésitez pas à nous envoyer vos retours, positifs ou négatifs d'ailleurs. Puis on vous souhaite, à tous une très bonne soirée et à très vite sur, le front des luttes, socio-écologiques et écologico-sociales. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.